Vous est-il déjà arrivé de penser trop profondément, au point de vous sentir seul au milieu de la foule? De lancer une réflexion sincère et de voir le silence tomber comme un mur? Si oui, ce n'est pas un hasard. Ce que vous ressentez n'est pas de la paranoïa, mais un décalage bien réel. Dans un monde qui valorise la rapidité, les réponses simples et le consensus facile, la lucidité dérange. Ceux qui cherchent à comprendre plus qu'à accepter, à remettre en question plutôt qu'à suivre, sont souvent perçus comme une menace pour l'équilibre collectif. Pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils soulèvent des vérités que beaucoup préfèrent ne pas voir. L'intelligence profonde, quand elle se manifeste dans toute sa clarté, agit comme un miroir. Et ce miroir ne renvoie pas toujours une image flatteuse. Il nous confronte à nos contradictions, à nos angles morts et à nos illusions. C'est ce choc que la société redoute. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi penser avec intensité isole, pourquoi les âmes lucides font peur, et surtout comment continuer à avancer, malgré l'inconfort qu'elles provoquent chez les autres. Certains silences disent tout. Quand une idée trop tranchante surgit au détour d'une discussion, les regards s'évitent, les sourires se figent. Il ne s'agit pas d'un rejet personnel, mais d'un malaise diffus, difficile à nommer. Ce malaise, c'est celui que provoque une conscience éveillée, une lucidité qui ne sait plus faire semblant. Et cette lucidité dérange. Dans nos sociétés, penser trop profondément, c'est s'éloigner de la norme, parfois sans le vouloir. Ce n'est pas la volonté de se distinguer, mais l'impossibilité de rester à la surface. Beaucoup ressentent ce décalage dès l'adolescence, au moment où les questionnements sur la vie, la mort, le sens et la vérité deviennent brûlants. Mais très vite, ils apprennent que poser trop de questions est mal vu. Ils comprennent que l'on attend d'eux des certitudes légères, des opinions faciles, des idées qui ne froissent personne. C'est ainsi que l'âme éveillée apprend à se taire. Non par lâcheté, mais par fatigue. Par lassitude d'être incompris, caricaturé, ou pire, ignoré. Cette fatigue devient parfois solitude. Mais pas une solitude choisie, enrichissante. Plutôt une mise à l'écart insidieuse, nourrie par l'inconfort que la lucidité suscite chez les autres. Ce malaise collectif face à la profondeur n'est pas anodin. Il révèle un besoin profondément humain, celui de stabilité psychologique. Quand une personne soulève une vérité dérangeante, elle ne remet pas seulement en cause une opinion. Elle fissure une structure mentale, une zone de confort intellectuel construite pour éviter l'angoisse. Car derrière chaque vérité nue, il y a un risque, celui de perdre ses repères. Penser en profondeur, c'est aller là où peu de gens veulent s'aventurer. Cela implique de regarder en face les incohérences, les faux-semblants, les illusions collectives. Et cela, le cerveau humain n'y est pas toujours préparé. Notre biologie même nous pousse à éviter ce qui pourrait perturber notre équilibre intérieur. Les neurosciences confirment cette intuition. Lorsque nous sommes confrontés à une idée qui contredit nos croyances profondes, une partie primitive du cerveau, l'amygdale, s'active. Elle réagit comme face à un danger. La personne en face devient alors, inconsciemment, une menace. Non parce qu'elle veut nous nuire, mais parce qu'elle nous oblige à penser différemment. Ce mécanisme explique pourquoi les penseurs profonds, même sans hostilité, suscitent parfois l'agacement, voire le rejet. Ils ne cherchent pas le conflit, mais leur simple regard, leur manière d'analyser le monde, suffit à créer une tension. C'est le poids de la lucidité. Elle éclaire, mais elle aveugle aussi. Il y a une analogie fréquente dans les récits mystiques, celle de la lumière trop forte. Quand un esprit non préparé regarde en direction de la vérité brute, il plisse les yeux, détourne le regard ou accuse la lumière de l'agresser. Il ne comprend pas que c'est sa propre cécité qui lui fait mal, pas la lumière elle-même. La lucidité n'est pas une posture de supériorité. Elle n'est pas là pour dominer, mais pour comprendre. Pourtant, dans une société fondée sur la conformité, elle est vite assimilée à de l'arrogance, à un besoin de briller. Et cela isole. Non pas parce que le penseur rejette les autres, mais parce qu'il devient difficile de partager ce qu'on voit, sans heurter. C'est dans cette tension que beaucoup abandonnent. Ils choisissent le silence, ou se replient dans des cercles restreints. D'autres persistent, au prix d'un inconfort constant. Mais dans les deux cas, le malaise reste le même, celui de vivre dans un monde qui craint les vérités profondes. Ce malaise ne disparaît pas avec le temps. Il évolue, se transforme, mais revient toujours. Car à mesure qu'on avance dans la compréhension du monde, on mesure aussi l'ampleur des résistances collectives.
Et cette lucidité supplémentaire accentue le décalage. Ce n'est pas une malédiction, mais un chemin. Un chemin exigeant, parfois solitaire, mais profondément humain. Reconnaître ce malaise, le nommer, c'est déjà commencer à le dépasser. Non pour s'en débarrasser, mais pour vivre avec lui, avec conscience. Car au fond, la lucidité n'est pas un poids, elle est une responsabilité. Et elle mérite d'être portée avec dignité. Il n'est pas toujours nécessaire de parler pour déranger. Parfois, une simple présence suffit. Un regard attentif, une écoute réelle, une posture posée, et voilà qu'un malaise surgit. Ce malaise ne vient pas d'un comportement déplacé, mais d'un reflet. Le penseur profond, sans le vouloir, agit comme un miroir. Et ce miroir montre ce que beaucoup préfèrent éviter. L'effet miroir est un phénomène bien connu en psychologie. Il repose sur un principe fondamental. Nous projetons sur autrui les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas reconnaître. Ainsi, être en présence d'une personne lucide, qui pose des questions fondamentales, qui refuse les raccourcis mentaux ou les illusions collectives, provoque une forme de tension intérieure. Cette tension n'est pas toujours consciente, mais elle est bien réelle. Quand quelqu'un vous dépasse physiquement, vous pouvez admirer sa force sans vous sentir remis en cause. Si cette personne est riche, vous pouvez envier sa réussite sans douter de votre propre valeur. Mais lorsqu'un esprit lucide se tient en face de vous, que ses mots ou ses silences dévoilent une pensée plus aiguisée, c'est votre propre clarté mentale qui est interrogée. Et c'est là que le malaise naît. La pensée profonde ne se contente pas d'informer. Elle révèle. Elle ne fait pas que proposer une alternative. Elle met en lumière les failles d'un raisonnement commun, les angles morts d'une conviction populaire, les limites d'un discours trop bien rodé. En ce sens, elle n'est pas neutre. Elle agit comme une confrontation douce mais directe. C'est pourquoi les penseurs profonds sont souvent perçus comme dérangeants, même lorsqu'ils ne cherchent pas à provoquer. Leur simple manière d'aborder un sujet, leur besoin d'aller jusqu'au bout d'une réflexion, bouscule les habitudes mentales. Ce n'est pas tant leur intelligence qui gêne, mais ce qu'elle éveille chez les autres. Une impression d'incomplétude, une remise en question sourde, une fragilité intérieure. La société, dans sa majorité, valorise la stabilité, la confiance, la fluidité sociale. Dans ce contexte, la pensée critique peut apparaître comme une menace. Non pas une menace violente, mais une tension latente. On préfère éviter ce qui perturbe. On marginalise ce qui questionne trop. Et l'effet miroir devient un isolement pour celui qui réfléchit trop loin, trop tôt, trop profondément. Souvent, ce rejet ne s'exprime pas ouvertement. Il prend des formes plus insidieuses. On détourne la conversation, on minimise la réflexion, on étiquette l'auteur comme compliqué, arrogant ou trop intense. Ces étiquettes ne sont pas des analyses objectives, mais des mécanismes de défense. Car il est plus facile de discréditer la source d'un malaise que d'en interroger la cause. Ce qui est redouté, ce n'est pas la personne en elle-même, mais ce qu'elle oblige à voir. Le penseur profond tend un miroir qui, au lieu de flatter, révèle. Il montre les compromis que l'on a faits, les illusions que l'on chérit, les vérités que l'on refoule. Et cela, même sans un mot, peut suffire à provoquer la fuite. Le plus tragique, c'est que cette dynamique pousse souvent le penseur à se censurer. Il apprend à parler moins, à arrondir les angles, à taire ses élans de lucidité. Non pas parce qu'il renonce à sa quête, mais parce qu'il comprend que tout le monde n'est pas prêt. Il adapte son discours pour éviter les frictions, mais il en paie le prix, celui du silence, de la retenue, de la solitude. Et pourtant, ce que l'effet miroir révèle n'est pas une fatalité. Il peut devenir une clé, un outil de conscience. Lorsqu'on comprend que le rejet n'est pas personnel mais structurel, on cesse de se blâmer. On réalise que le malaise vient souvent de l'autre, de son propre combat intérieur, et non d'une faute qu'on aurait commise. Dans cette lucidité, le penseur peut retrouver une forme de sérénité. Il n'a pas à forcer le dialogue, ni à convaincre à tout prix. Il peut semer, simplement, laisser des traces. Et parfois, une parole bien placée, un geste, une écoute sincère, peuvent ouvrir une brèche. Il arrive que le miroir soit accepté, que quelqu'un ose regarder en face. Et alors, le lien devient possible. Profond, transformateur. Depuis toujours, penser autrement expose. Être en avance sur son époque, voire plus loin ou plus profondément que les autres, n'est pas une bénédiction immédiate. C'est souvent une condamnation temporaire.
L'histoire humaine est jalonnée de ces figures qui, à défaut d'être comprises, ont été marginalisées, parfois humiliées, souvent réduites au silence. Prenons Socrate. Il ne cherchait pas la vérité pour l'imposer, mais pour la questionner. Il interrogeait, sans relâche, les fondements des croyances de son époque. En obligeant ses concitoyens à réfléchir, il les poussait hors de leur confort intellectuel. Il n'a laissé aucun écrit, mais sa méthode, sa présence et son insistance ont suffi à éveiller, à troubler et finalement à déranger. La cité d'Athènes, démocratique mais instable, a préféré l'éteindre plutôt que de se remettre en cause. Sa condamnation à mort fut l'un des actes fondateurs du drame entre vérité et pouvoir. Des siècles plus tard, Galilée regarde le ciel. Il ne devine pas, il observe. Il constate que la Terre tourne autour du Soleil. En d'autres termes, que l'homme n'est pas le centre du monde. L'Église, dépositaire de la vérité officielle, y voit une hérésie. Ce n'est pas la science qu'on condamne, mais ce qu'elle implique, la déconstruction d'un récit rassurant. Assigné à résidence jusqu'à la fin de ses jours, Galilée aura, lui aussi, payé le prix d'une lucidité dérangeante. Cette mécanique de rejet ne s'arrête pas au savoir théorique. Elle touche également ceux qui proposent des solutions concrètes. Nikola Tesla, inventeur de génie, imaginait un monde alimenté par l'énergie libre, accessible à tous. Mais sa vision entrait en conflit avec les intérêts économiques dominants. Peu soucieux de se faire aimer, maladroit dans les affaires, il a été évincé, trahi, oublié. Il est mort seul, dans l'indifférence, pendant que d'autres s'enrichissaient grâce à ses intuitions. Nietzsche, quant à lui, a ouvert une brèche dans la philosophie occidentale. Il ne proposait pas de nouvelles règles, mais incitait chacun à les inventer. Trop tranchant, trop radical, trop inclassable, il a été moqué, réduit au silence par la maladie, puis réinterprété après sa mort. Ce qu'il dénonçait, la peur des vérités inconfortables, le besoin de suivre des dogmes prêts à consommer, s'est illustré dans sa propre trajectoire. Et puis il y a Alan Turing. Son rôle dans la Seconde Guerre mondiale fut décisif. Il a brisé les codes nazis, sauvé des millions de vies. Il est aussi à l'origine des fondements de l'informatique moderne. Pourtant, en raison de son homosexualité, il a été poursuivi par l'État britannique, soumis à un traitement hormonal dégradant. Il est mort sans reconnaissance, avant qu'on ne comprenne l'ampleur de ce que nous lui devions. Ces figures ne sont pas isolées. Elles incarnent un archétype, celui de l'esprit éveillé qui entre en collision avec un monde encore endormi. Ce n'est pas leur intelligence brute qui dérange, mais ce qu'elle révèle, ce qu'elle menace. Une structure sociale fondée sur des équilibres fragiles, des récits établis, des intérêts figés. Ce que l'on célèbre aujourd'hui, on l'a souvent ignoré, étouffé ou ridiculisé hier. La reconnaissance, lorsqu'elle arrive, est posthume. Elle est souvent plus commode, on encense sans plus être inquiété. Le penseur ne trouble plus. Il est devenu inoffensif. On peut le citer sans le suivre, l'admirer sans l'écouter. Mais au-delà de ces grands noms, il existe d'innombrables penseurs invisibles. Des voix qui n'ont pas franchi les siècles, mais qui ont vécu le même rejet. Des enseignants, des artistes, des anonymes. Tous porteurs d'une vision, tous victimes d'un décalage trop grand entre ce qu'ils percevaient et ce que la société pouvait accepter. Ce rejet n'est pas toujours frontal. Il peut être feutré, souriant, institutionnel. Il se manifeste par l'indifférence, l'oubli ou l'étiquetage. Il s'infiltre dans les carrières, les relations, les silences. Ce rejet, c'est l'exclusion douce d'un monde qui ne veut pas, ou pas encore, voir ce qu'on lui montre. Mais ce rejet est aussi une épreuve. Une forge. C'est dans cet isolement que la pensée se précise. Loin du tumulte, la lucidité se renforce. Beaucoup des figures évoquées ici ont puisé dans la solitude la clarté qui leur a permis d'aller jusqu'au bout de leur vision. Et c'est cela que nous devons retenir. L'histoire ne punit pas toujours la profondeur. Elle tarde à l'entendre. Elle résiste, puis elle reconnaît. Le penseur éveillé n'agit pas pour plaire à son époque. Il sème dans un sol qui n'est pas prêt. Il ne récolte pas toujours. Mais il prépare le terrain. L'isolement des esprits éveillés est donc moins une condamnation qu'un signe, celui que la pensée a franchi une frontière. Et si l'on en croit l'histoire, cette frontière n'est jamais inutile. Elle annonce souvent un tournant. Une mutation, une révolution discrète mais décisive. Dans un monde saturé d'informations, l'âme humaine réclame du repos.
Et rien n'offre plus de soulagement immédiat que la simplicité. Une idée claire, un jugement tranché, un slogan facile à retenir. Autant de raccourcis mentaux qui offrent à chacun l'illusion du contrôle. Ce n'est pas un défaut individuel. C'est un réflexe collectif, profondément enraciné. La pensée profonde, en revanche, désoriente. Elle ne donne pas de réponse rapide. Elle ouvre des chemins, pose des questions, maintient l'ambiguïté. Là où l'on cherche des certitudes, elle introduit du doute. Et ce doute, dans un système qui valorise l'efficacité et la clarté apparente, passe souvent pour une menace. Le besoin de simplicité n'est pas une faiblesse morale. C'est une stratégie de survie psychologique. Le cerveau humain, confronté à trop de complexité, active des mécanismes d'économie cognitive. Il trie, simplifie, catégorise. Il évite la surcharge. Ce fonctionnement, hérité de notre évolution, est amplifié par la société moderne. Réseaux sociaux, formats courts, discours politiques réduits à des formules. Mais cette simplification a un coût, elle nous prive de la nuance. Elle crée des oppositions artificielles, pour ou contre, vrai ou faux, bien ou mal, qui rendent impossible toute pensée approfondie. Dans un tel climat, ceux qui nuancent, hésitent ou prennent le temps de réfléchir deviennent suspects. Leur lenteur dérange. Leur prudence est vue comme faiblesse. On préfère souvent celui qui affirme, même sans fondement, à celui qui questionne, même avec rigueur. Car celui qui affirme rassure, donne une direction. Celui qui questionne rappelle que tout est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce phénomène est renforcé par l'éducation. Dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants à donner la bonne réponse, pas à poser les bonnes questions. On valorise la conformité, pas la curiosité. L'élève qui s'interroge hors programme est vu comme un obstacle, pas comme une richesse. Et cette logique se prolonge dans la vie adulte, sur le marché du travail, dans les médias, dans les relations sociales. Celui qui pense autrement devient vite l'élément perturbateur. Non parce qu'il est agressif, mais parce qu'il rend visibles les contradictions d'un système. Il ne s'oppose pas frontalement, ce serait plus facile à gérer, mais il déplace le regard. Il oblige à sortir du cadre. La société ne rejette pas l'intelligence. Elle célèbre les réussites, les innovations, les performances. Mais elle aime l'intelligence qui simplifie. Celle qui sert des intérêts clairs, qui conforte plutôt qu'elle ne bouscule. L'intelligence complexe, celle qui prend son temps, qui remet en cause, est moins bien accueillie. Car elle rappelle ce que l'on voudrait oublier, que le monde n'est pas fait de lignes droites, mais de zones floues. Que la vérité ne se donne pas d'un coup, mais se construit lentement, au fil des détours. Et cela, la majorité n'a ni le temps ni l'énergie d'y faire face. Dans un tel contexte, la superficialité devient une valeur refuge. Elle permet de converser sans se heurter, d'avancer sans douter, d'appartenir sans penser. Et c'est peut-être cela, plus que l'hostilité directe, qui isole le penseur profond, l'indifférence générale à la complexité. Mais cette indifférence n'est pas totale. Elle est souvent mêlée de respect silencieux, d'admiration tue. Beaucoup sentent confusément que les choses sont plus profondes qu'elles ne paraissent. Mais ils n'osent pas s'y aventurer. Faute de temps, de repères ou de soutien. C'est pourquoi celui qui pense en profondeur ne doit pas se décourager. Il ne doit pas s'attendre à un accueil immédiat. Mais il peut semer. Il peut introduire, discrètement, une autre manière de voir. Il peut créer des espaces de lenteur, d'écoute, de nuance. Car si la société préfère la simplicité, ce n'est pas qu'elle rejette la profondeur en soi. C'est qu'elle ne sait pas toujours comment y accéder. Offrir une voie d'accès, sans jugement, sans arrogance, est peut-être l'un des rôles les plus puissants de l'esprit lucide. Les réseaux sociaux ont radicalement transformé notre rapport à l'information, à la pensée et à l'attention. Ce qui, autrefois, demandait du temps, de la lenteur, de la concentration, doit désormais captiver en quelques secondes. Dans ce nouveau paysage numérique, la profondeur semble hors jeu. Ce n'est pas qu'elle ait disparu, mais elle est invisible, reléguée à la marge. Les algorithmes qui façonnent nos flux d'actualité sont conçus pour maximiser une chose, le temps d'engagement. Ils favorisent ce qui fait réagir rapidement, indignation, rire, choc, émotion forte. Pas ce qui invite à réfléchir, à douter, à ralentir. Résultat, plus un contenu est nuancé, plus il a de chances d'être noyé dans le bruit. Dans ce contexte, les penseurs profonds deviennent presque inaudibles.
Non parce qu'ils manquent de pertinence, mais parce que le système d'attention ne leur laisse pas de place. Un raisonnement complexe, une idée subtile, une interrogation sincère peinent à concurrencer un contenu viral, émotionnel ou polémique. La logique virale repose sur la simplification extrême. Elle exige des phrases courtes, des prises de position claires, des conflits visibles. Le débat devient affrontement. L'opinion devient identité. La pensée devient posture. Il n'y a plus de place pour le doute, l'évolution ou la lente maturation d'une idée. Ce phénomène accentue la polarisation. Chacun est poussé dans sa bulle de croyance, renforcé par des contenus qui confirment ce qu'il pense déjà. L'esprit critique s'affaiblit. La curiosité diminue. Le dialogue devient difficile. Celui qui tente d'introduire de la nuance est vu comme confus, voire suspect. Mais cette transformation ne condamne pas totalement la pensée profonde. Elle la pousse à se réinventer. Certains parviennent à créer des formats hybrides, accessibles sans être simplistes, courts sans être creux. Ils introduisent la complexité par touche, en prenant soin de ne pas heurter frontalement les réflexes d'attention. Il existe aussi, en ligne, des espaces plus protégés, podcasts longs, newsletters, forums spécialisés, chaînes dédiées à la réflexion. Ces oasis numériques permettent encore d'approfondir, d'échanger, de construire. Ils ne sont pas dominants, mais ils existent. Et ceux qui cherchent vraiment les trouvent. Ainsi, les réseaux sociaux ne sont pas l'ennemi de la pensée, mais un filtre. Un filtre exigeant, parfois injuste, mais contournable. À condition d'accepter les règles du jeu, tout en les détournant avec subtilité. Le penseur d'aujourd'hui, s'il veut toucher, doit aussi apprendre à transmettre autrement. Non pas en trahissant ses idées, mais en trouvant des passerelles. En comprenant que l'attention est une porte qu'il faut d'abord entr'ouvrir, avant d'ouvrir le débat. Car même dans un monde rapide, saturé et émotionnel, la soif de sens demeure. Elle se cache. Elle attend. Elle guette les rares instants où l'on ose ralentir. Et c'est là que la pensée peut encore faire son œuvre. Penser en profondeur, c'est souvent naviguer seul dans un monde pressé. Pourtant, l'être humain n'est pas fait pour l'isolement. Même les esprits les plus lucides, les plus indépendants, ont besoin d'échanges, de résonance, de reconnaissance. Alors se pose une question essentielle. Peut-on cultiver la profondeur sans se couper des autres? Ce dilemme n'est pas nouveau. Schopenhauer lui-même, qui parlait si souvent de la solitude du penseur, ne prônait pas une misanthropie absolue. Il invitait à choisir ses interlocuteurs avec soin, à préserver ses forces, mais sans renoncer aux liens. Nietzsche, quant à lui, oscillait entre retrait nécessaire et désir d'être entendu. Kafka, Turing, Tesla. Tous ont connu l'ambiguïté du besoin de solitude et du désir de connexion. Dans la vie quotidienne, ce dilemme prend des formes concrètes. Peut-on aborder un sujet profond lors d'un dîner entre amis? Peut-on exprimer une pensée non conforme sans risquer l'incompréhension? Faut-il s'adapter au contexte ou défendre coûte que coûte la vérité perçue? La réponse n'est ni simple ni unique. Elle dépend du moment, du lieu, de l'interlocuteur. Mais une chose est sûre, vouloir être compris à tout prix peut devenir une source de frustration. Et vouloir convaincre tout le monde est souvent vain. Certains apprennent alors à doser, à détecter les espaces ouverts, à sentir chez l'autre une curiosité sincère, une disponibilité à entendre. Ils adaptent leur langage, non par opportunisme, mais par bienveillance. Ils savent que forcer une idée dans un esprit fermé revient à briser le lien, sans pour autant faire avancer la pensée. Il existe aussi des lieux refuges, des tribus mentales, des groupes réduits où la pensée peut s'exprimer librement. Forums, cercles de lecture, communautés en ligne ou amitiés profondes. Ces espaces permettent de respirer, de réfléchir, sans devoir se censurer. Ils sont rares, mais précieux. Dans ces cercles, l'effet miroir fonctionne autrement. Il ne suscite plus de rejet, mais d'inspiration. Chacun y trouve un prolongement de sa propre pensée, un terrain pour affiner, approfondir, grandir. On y apprend à être pleinement soi, sans masque, sans posture. Et cela, pour le penseur profond, est une forme de réconciliation avec le monde. Car l'objectif n'est pas de fuir la société, ni de s'en protéger à tout prix. Il est de composer, de naviguer, de comprendre que tout le monde n'est pas prêt pour les mêmes conversations et que cela ne rend pas ces conversations moins importantes. Rester connecté aux autres, sans se trahir,
demande une forme d'intelligence sociale. Une capacité à sentir quand parler, comment parler, et surtout, à qui parler. Cela demande aussi une humilité fondamentale. Accepter que certaines idées ne trouvent pas d'écho immédiat, qu'elles ont besoin de temps, de maturation, parfois d'un autre contexte. Cela ne signifie pas se taire en permanence, mais semer au bon moment. Introduire une nuance, une question, un doute salutaire. Créer des ouvertures, même modestes. Car une idée bien formulée, au bon moment, peut éveiller des résonances inattendues. Enfin, il est crucial d'accepter que la connexion ne se mesure pas à la quantité. Mieux vaut une poignée d'échanges sincères que 1000 dialogues superficiels. La profondeur ne s'adresse pas à la masse, mais elle peut toucher l'individu. Et parfois, cela suffit. Penser profondément et rester connecté, c'est donc possible. Mais cela implique des choix. Cela demande de renoncer à l'idéal d'être compris par tous pour privilégier la qualité du lien à sa quantité. Cela suppose aussi de se protéger, de ne pas s'épuiser à vouloir tout dire partout. Le silence peut devenir stratégique. La retenue, une forme d'élégance. Non pour se cacher, mais pour préserver l'essentiel. Et l'essentiel, dans cette quête, c'est de rester fidèle à soi-même tout en gardant une porte ouverte aux autres. Ce n'est pas un compromis. C'est un art de vivre. L'isolement n'est pas toujours un choix, mais il peut devenir un outil. Pour ceux dont la pensée va à contre-courant, pour ceux que la société regarde avec indifférence ou suspicion, il devient un territoire à apprivoiser. Ce qui, au départ, ressemble à une mise à l'écart peut se transformer en refuge fertile, en atelier silencieux, en chambre d'écho pour idées en gestation. Nombreux sont les penseurs qui ont fait de leur solitude une force. Newton, isolé pendant la peste, en a profité pour poser les bases de la physique moderne. Nietzsche, retiré dans la montagne, a conçu une œuvre philosophique majeure dans une incompréhension quasi générale. Kafka, solitaire dans l'âme, a écrit des récits profonds sur l'absurdité de l'existence. Leur isolement n'était pas un repli, mais une matrice. Car la société bruyante, immédiate, pressée, n'est pas toujours propice à la profondeur. Elle impose un rythme, une logique, une conformité. S'en extraire, ne serait-ce qu'un moment, permet à la pensée de retrouver sa densité. Dans ce vide apparent, l'esprit s'élargit. Il explore sans craindre le jugement. Il ose aller là où les conversations collectives n'osent pas aller. Mais pour cela, il faut apprivoiser la solitude. Ne pas la subir. L'isolement imposé blesse, mais l'isolement choisi élève. Il devient alors un lieu de synthèse, de structuration, de création. Il permet de lire, d'écrire, de réfléchir autrement, de se retrouver face à soi, sans phare, de dialoguer avec ses propres idées sans interruption. Transformer l'isolement en force créative, c'est aussi refuser l'amertume. Ce n'est pas une punition, c'est une parenthèse. Un espace où le silence devient productif, où la lenteur est un choix, où l'absence de regard extérieur devient libératrice. Dans ce calme, on entend mieux les contradictions, les intuitions, les vérités plus subtiles. Ce processus demande de la discipline, mais aussi de la confiance. Il ne s'agit pas de se couper du monde définitivement. Il s'agit d'alterner, de créer un rythme, des périodes de retrait pour créer, suivies de moments de partage pour tester, pour ajuster, pour offrir. Beaucoup de penseurs trouvent dans cette alternance leur équilibre. Ils s'éloignent pour mieux revenir. Ils s'isolent pour mieux comprendre et reviennent avec une parole plus claire, plus forte, plus structurée. Ils savent que la pensée a besoin de maturation, comme un fruit a besoin de temps avant d'être cueilli. Cela implique aussi de redéfinir la solitude. Elle n'est pas nécessairement un manque. Elle peut devenir une plénitude, une abondance intérieure. Elle permet de mieux choisir ses relations, de se recentrer sur l'essentiel, d'éliminer le bruit inutile. Dans un monde saturé, elle devient une écologie mentale. Transformer l'isolement en force créative, c'est enfin refuser l'idée que l'on doit être toujours visible pour exister. C'est reconnaître que la visibilité ne garantit pas la valeur. Ce qui se construit dans l'ombre peut un jour éclairer d'autres trajectoires. Ce qui naît en silence peut résonner loin. Le penseur profond, en choisissant parfois le retrait, ne fuit pas. Il prépare. Il affine. Il polit son regard. Et ce regard, plus tard, pourra servir, nourrir, ouvrir. Loin du vacarme, il se forge une voix. Une voix qui ne crie pas,
mais qui, quand elle parle, dit quelque chose d'essentiel. L'isolement n'est donc pas un ennemi. Il est une ressource, une forme de luxe intérieur. Et pour celui qui sait l'utiliser, il devient un creuset de vérité. Exprimer une idée profonde n'est pas seulement une question de contenu, mais de forme. Une pensée peut être limpide dans l'esprit de celui qui la conçoit, mais obscure ou inaccessible pour celui qui l'écoute. C'est ici qu'intervient l'art de la transmission, adapter son discours sans jamais trahir la substance de ce que l'on veut dire. Trop souvent, les penseurs profonds se heurtent à un mur. Non parce que leur idée est fausse, mais parce qu'elle n'a pas trouvé le bon chemin pour atteindre l'autre. Le langage devient alors un pont fragile qu'il faut construire pierre après pierre. Et cela demande un effort particulier, celui de rendre intelligible ce qui est complexe, sans le dénaturer. Einstein disait « Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne l'avez pas suffisamment compris. » Cette phrase, loin d'inviter à la simplification excessive, incite à la clarté. Elle rappelle que le rôle de celui qui pense en profondeur n'est pas de se protéger derrière des concepts opaques, mais de rendre la vérité accessible sans la réduire. Adapter son discours, c'est donc un acte de respect. Respect pour soi, car on veut être compris avec justesse. Et respect pour l'autre, car on le suppose capable de comprendre, pour peu qu'on lui donne les bons outils. Ce n'est pas condescendant. C'est un exercice d'humilité. Cela suppose d'abandonner l'idée que la profondeur doit toujours se dire dans un langage complexe. Les grandes idées peuvent se loger dans des phrases simples, des métaphores bien choisies, des images parlantes. La pédagogie n'est pas l'ennemi de la profondeur. Elle en est la complice. Mais cela ne signifie pas non plus céder à la facilité. Il ne s'agit pas de transformer une pensée exigeante en slogan séduisant. Il ne s'agit pas d'émousser une vérité pour qu'elle soit plus digeste. Il s'agit de chercher la forme juste. Celle qui touche, qui éclaire, qui résonne. Cela demande du temps, de l'écoute, de l'ajustement. Parfois, une idée doit être reformulée 10 fois avant de trouver sa forme la plus claire. Il faut accepter ce travail de translation, comme un artisan affine une pièce jusqu'à ce qu'elle tienne parfaitement. Il faut aussi choisir les bons moments. Parler à quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre, c'est souvent inutile, voire contre-productif. La réceptivité dépend du contexte, de l'état d'esprit, de la relation. Il ne s'agit pas de se taire, mais de parler à propos. De sentir quand la graine peut germer. Ce discernement est une forme d'intelligence sociale. Il ne diminue pas la vérité. Il en facilite l'éclosion. Il permet d'éviter les ruptures inutiles, les blocages, les malentendus. Il favorise une forme d'alchimie. Une idée complexe rencontre un esprit disponible et une transformation a lieu. Cela implique aussi d'accepter que tout ne peut pas être dit d'un seul coup. Certaines vérités doivent s'introduire en douceur, par étapes. Elles ont besoin d'une progression, d'un rythme. Comme un chemin qu'on trace peu à peu, jusqu'à ce que l'autre puisse le suivre. Ce processus peut être frustrant. Il demande de la patience. Mais il est fécond. Car lorsqu'une pensée profonde atteint enfin un autre être humain, sans avoir perdu sa substance, l'effet est puissant. On sent une résonance, une ouverture. Et cela suffit parfois à faire naître un changement. Adapter son discours, ce n'est pas renoncer à sa pensée. C'est lui donner une chance de circuler. C'est faire le pari que la clarté est possible, même dans un monde saturé. C'est faire preuve d'un double courage, celui de penser profondément et celui de dire simplement. Et dans ce double mouvement, quelque chose d'essentiel se joue. Une forme de transmission vraie, qui ne cherche pas à convaincre, mais à partager, qui ne cherche pas à briller, mais à éclairer, qui ne cherche pas à dominer, mais à ouvrir des possibles. C'est dans cette ouverture que la pensée retrouve son sens, et que le lien entre lucidité et humanité se réconcilie. Le rejet de la profondeur n'est pas un phénomène isolé. Il ne s'agit pas simplement de préférences individuelles ou de malentendus passagers. C'est un symptôme collectif, une réaction systémique. Lorsqu'une société marginalise les penseurs profonds, ce n'est pas seulement qu'elle les comprend mal. C'est qu'elle se protège. Mais de quoi se protège-t-elle exactement? De la déstabilisation, d'abord. Car penser en profondeur, c'est accepter d'entrer dans des zones d'incertitude. C'est remettre en cause les évidences, les automatismes, les habitudes mentales. Or, la société moderne repose en grande partie sur la stabilité des récits dominants.
Elle a besoin de repères, même illusoires, pour fonctionner sans heurts. La lucidité met en danger cet équilibre. Elle agit comme une lumière trop crue sur un décor fragile. Elle ne détruit rien activement, mais elle rend visible ce que beaucoup préfèrent ne pas voir. Et cela suffit à déclencher des mécanismes de défense. Non seulement chez les individus, mais aussi dans les structures collectives, éducation, médias, institutions. Cette peur de la profondeur est donc révélatrice. Elle montre combien la société redoute la complexité, combien elle préfère le confort au réel, combien elle craint l'exigence de la pensée critique. Elle révèle aussi une fragilité intérieure, une difficulté à faire face à ce qui échappe au contrôle, à ce qui ne se résout pas en un slogan. À bien y regarder, cette peur est intimement liée à une autre, celle de la responsabilité. Car penser en profondeur, c'est aussi devenir responsable de ce que l'on voit. Une fois que l'on a perçu l'illusion, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. On ne peut plus se fondre dans le mensonge collectif avec innocence. Et cela, pour beaucoup, est trop lourd. La société moderne a construit des outils puissants pour éviter cette confrontation. Distraction permanente, contenu court, opinion prête à penser, divertissement omniprésent. Tout est fait pour maintenir un flux constant qui empêche le retour à soi. Dans ce flux, la profondeur devient un obstacle. Elle interrompt, elle ralentit, elle oblige à s'arrêter. Mais en réalité, ce que la peur de la profondeur révèle, c'est aussi une forme de manque. Une nostalgie. Car malgré tous les efforts pour la fuir, la profondeur attire. Elle fascine. Elle habite les grandes œuvres, les mythes anciens, les quêtes personnelles. Elle est présente en creux, dans les silences, dans les malaises, dans les aspirations inexprimées. Cette ambivalence est au cœur de notre époque. D'un côté, on rejette la pensée complexe. De l'autre, on en ressent le besoin vital. On la cherche dans les moments de crise, dans les grandes douleurs, dans les ruptures existentielles. Quand les apparences s'effondrent, c'est vers la profondeur qu'on revient. Ce paradoxe montre que la peur n'est pas une fin en soi. Elle peut être une étape, un seuil à franchir. Elle signale un conflit intérieur entre le désir de sécurité et le besoin de vérité. Et ce conflit, loin d'être un problème, peut devenir un moteur. Pour le penseur lucide, cette prise de conscience change tout. Elle transforme l'hostilité rencontrée en message caché. Ce n'est pas lui qui est visé, c'est ce qui l'éveille. Ce n'est pas sa personne qu'on rejette, c'est l'inconfort qu'il provoque. Et cet inconfort, bien que douloureux, est souvent un signe que quelque chose bouge. Comprendre cela permet d'avancer sans amertume, de continuer à parler, à écrire, à partager, non pas pour convaincre à tout prix, mais pour semer, pour maintenir vivante une exigence, pour offrir, à ceux qui sont prêts, une autre manière de voir. Car au fond, la peur collective de la profondeur est un appel déguisé. Un appel à plus d'authenticité, à plus de courage, à plus de silence habité. Et le rôle du penseur n'est pas de répondre frontalement à cette peur, mais de l'accompagner. De montrer, par sa posture, qu'il est possible de penser autrement, sans arrogance, sans rupture, mais avec persévérance. C'est ainsi que, peu à peu, les lignes bougent. Lentement, souvent invisiblement, mais sûrement. Penser profondément, aujourd'hui, n'est pas un privilège. C'est une épreuve, une traversée, une responsabilité. Mais c'est aussi, et surtout, une manière de rester vivant dans un monde saturé de distractions, de certitudes toutes faites, de faux dialogues. Être lucide, c'est ne pas céder à l'illusion collective, même si cela signifie parfois marcher seul. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que cette solitude n'est pas une erreur du système, mais sa conséquence logique. Que l'inconfort qu'elle provoque chez les autres est un miroir de leur propre peur. Que cette lucidité, si difficile à porter, est pourtant essentielle à toute forme de transformation. Le monde n'a jamais autant eu besoin de penseurs lucides. Pas pour juger, ni pour diviser, mais pour montrer que l'on peut vivre autrement, penser autrement, écouter autrement. Le porteur de sens n'est pas celui qui impose une vision. C'est celui qui tient debout, sans hausser le ton. Celui qui trace un chemin, même discret, pour ceux qui cherchent encore. Dans un monde fracturé, bousculé, où les repères se brouillent, il est facile de se replier, de renoncer, de s'adapter à tout prix. Mais il est aussi possible de s'ancrer, de ralentir, de continuer à penser. Et ce simple geste,
refuser de céder à la superficialité, est déjà un acte de résistance silencieux. Être un porteur de sens, ce n'est pas avoir réponse à tout. C'est poser les bonnes questions. Celles qui dérangent, mais qui libèrent. Celles qui n'attendent pas d'applaudissements, mais qui changent un regard, une relation, une trajectoire. C'est pourquoi il ne faut pas désespérer. La lucidité ne mène pas forcément à l'amertume. Elle peut conduire à une paix plus profonde, à une joie moins bruyante, mais plus vraie. Car comprendre le monde, même dans ses contradictions, permet aussi de l'aimer autrement. Avec moins d'illusions, mais avec plus de justesse. Alors si vous êtes de ceux qui doutent, qui pensent trop, qui voient ce que d'autres ne veulent pas voir, ne vous éteignez pas. Ne changez pas de nature pour être accepté. Continuez à chercher. Continuez à dire. Continuez à créer des liens qui ont du sens. Et surtout, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe une communauté dispersée, silencieuse, mais bien réelle. Des êtres lucides, discrets, patients, qui œuvrent dans l'ombre. Qui lisent, qui écrivent, qui enseignent, qui accompagnent. Et cette communauté grandit. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a mis des mots sur ce que vous ressentez, alors partagez-la. Abonnez-vous, likez, commentez. Pas pour la performance, mais pour que cette voix, un peu différente, continue de circuler. Et peut-être, qui sait, pour que d'autres la rejoignent. Car dans un monde bruyant, chaque mot posé avec soin devient une lumière.